Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, décès de l'imam Aliou Ndao. Le célèbre prêcheur a été inhumé à Kaolack cet après-midi. Ses proches pleurent. Un farouche défenseur de l'islam. Sit-in à Diamniadio du syndicat national des travailleurs de l'élevage, dispersés par les forces de l'ordre. Les travailleurs exigent le paiement de leurs indemnités. Plus de détails dans cette édition. Augmentation des salaires des agents de l'État. Le syndicat autonome des travailleurs du port autonome de Dakar dénonce la non-application de la décision présidentielle. Selon les travailleurs, ils n'ont bénéficié d'aucune revalorisation salariale. Et puis dans ce journal, notre rubrique Wadial Magal, Mourit et Tidiane, main dans la main à Matam dans le Nord. Les deux communautés ont organisé une cérémonie, une journée de prière et de récital de Coran pour marquer l'événement. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Il était un farouche défenseur de l'islam. Imam Aliou Ndao a été inhumé cet après-midi à Kaolack. Le célèbre prêcheur est décédé à l'hôpital Fann où s'est tenue la levée du corps ce matin devant ses proches et amis. Reportage Habib Faye et Pape Sangoné Mbaye. Imam Aliou Ndao, emporté par une courte maladie, un coup dur pour ses amis et proches qui avaient lancé une levée de fonds sur les réseaux sociaux pour sa prise en charge médicale à l'étranger. Une hospitalisation d'urgence aux soins intensifs de l'hôpital Fann. Il y a des activistes de bonne volonté qui ont lancé une collecte intitulée Copar Express. Alors ce qui prouve que les Sénégalais le portent dans leur cœur, c'est qu'en moins de 24 heures, parce qu'on n'avait besoin que de 10 millions pour son évacuation sanitaire, mais en moins de 24 heures, nous venons d'apprendre que la cagnotte avait atteint le plafond de 28 millions. L'année 2015, un tournant dans la vie de Imam Ndao, c'est le début des déboires judiciaires pour le prêcheur. Une épreuve qu'il a vécue avec dignité, témoigne son ami Oustaz Alioune Sall. Je l'ai connu avant ses déboires avec la justice. C'est la même personne malgré ce qui pesait sur lui. L'imam Aliou Ndao a gardé sa dignité et n'a pas changé sa démarche jusqu'à sa mort. L'ONG Jamra avait aussi porté le combat pour la libération du défunt. C'est ce qui s'est passé le 22 juillet 2018. Nous sommes allés à sa rencontre à l'hôtel Teroubi. On a eu un entretien, une discussion très émouvante. Il y a eu des larmes ont coulé parce que c'était des retrouvailles très émouvantes. Et nous avions pris la décision de renforcer le pacte de partenariat entre Jamra et Imam Aliou Ndao. Et je dois avouer que depuis lors, il n'y a eu aucune rupture. L'affaire des présumés djihadistes l'a révélé au public, un public qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. En témoigne la montée de la cagnotte qui a atteint presque 30 millions en 24 heures. Imam Aliou Ndao révélé au grand public suite à des accusations de terrorisme qui pesaient sur lui, jugé pour apologie de terrorisme, association de malfaiteurs. Il a été blanchi en 2018. Son parcours avec Ibrahima Khan. Alors qu'une trentaine de millions avaient déjà été collectés par les Sénégalais pour lui venir en aide, le bon Dieu en a décidé autrement. Terrassé par une courte maladie ces derniers temps, Imam Aliou Ndao a finalement rendu l'âme dans la nuit du 5 au 6 septembre à l'hôpital Fann où il était admis. Grand érudit de l'islam, l'homme se distinguait de par ses prêches et de par son militantisme pour l'instauration de la loi islamique au Sénégal. Il s'est toutefois révélé au grand public sénégalais et au monde lorsqu'il a eu maille à partir avec la justice. Suspecté d'appartenir à un réseau en lien avec le groupe Boko Haram qui prévoyait de mener des attaques au Sénégal, Imam Aliou Ndao est arrêté à son domicile à Kaolack, qui fait également office d'école coranique. Il est ensuite traîné en justice dans une vaste opération antiterroriste ayant débouché sur plusieurs interpellations de djihadistes supposés dans différentes villes du pays en octobre et novembre 2015.
Avec ses co-accusés en avril 2016, Imam Alioune Ndao est inculpé d'apologie du terrorisme, d'actes de terrorisme et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 3 ans après, en juillet 2018, il est innocenté de presque tous les chefs d'accusation qui l'accablaient. Il est finalement condamné à 1 mois de prison avec sursis pour détention d'armes de 2e degré en référence aux pistolets et aux cartouches trouvés à son domicile en 2015. Depuis sa libération, l'homme est retourné à ses habitudes, notamment l'enseignement du Saint-Coran, une mission qui lui était chère. Mais depuis quelque temps, son état de santé s'est nettement fragilisé et aujourd'hui, il est parti à jamais. Merci Ibrahima. L'autre grand titre de cette édition à Diamniadio, le sit-in du syndicat national des travailleurs de l'élevage a été dispersé par les forces de l'ordre. Les travailleurs manifestent pour demander le paiement de leurs indemnités et ils ont décidé de boycotter la journée de vaccination dont le lancement est prévu dans la région de Tambacounda. Mamadou Lamine Carré, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'élevage avec notre équipe à Rufisque. Il paraît que le secrétaire général du ministère a donné l'ordre de charger Koufi manifeste ñu chargé la. Il y a un blessé actuellement. Te door nañ leen ay lacrymogènes. Loolu nag ñu ngi koy ñaawlu. L'arrêté a été signé par le ministre. Il ne restait que Abdoulaye Daouda Diallo. C'est ce qu'on nous avait dit. Maintenant, pourquoi jusqu'à présent on refuse de nous payer? C'est pourquoi il faut qu'on secoue le cocotier pour avoir des réponses claires et nettes, pour que les travailleurs puissent être édifiés. À 2 reprises, on a collecté des bulletins de salaire. On l'avait donné aux ministres qui sont passés par là pour aller à des rencontres au niveau de la primature. Vraiment, il faut que le président nous vienne en aide. C'est ce qu'on veut. Que ce truc-là soit débloqué dans les plus brefs délais. Le 19 prochain, qui sera un lundi, nous aurons boycotté l'ensemble des vaccinations qui concernent le cheptel. Et ensuite, les autres points sur le plan d'action, nous allons le suivre. Ils sont sommés de quitter les lieux, les mécaniciens établis sous l'échangeur de Yoff, une sommation qui émane d'un promoteur immobilier. Cependant, les mécaniciens qui refusent d'obtempérer réclament l'intervention du président de la République. Reportage Abdoulaye Diop, Amadouba. Les mécaniciens installés sous l'échangeur de Yoff sont très en colère. Ils en veulent contre un propriétaire immobilier. Pour cause, ce dernier leur a servi une sommation de déguerpir pour quitter les lieux. Là, aujourd'hui, nous sommes là pour alerter l'État et l'opinion publique. Parce que nous avons reçu des sommations depuis la semaine passée, des sommations qui demandent qu'on quitte ces lieux-là. Alors que nous sommes ici depuis très longtemps avec nos ancêtres qui sont faits au moins 25 à 30 ans ici. Il y a un individu qu'on ne connaît même pas qui est venu demander cette terre. Alors qu'il n'a montré aucun papier qui prouve que le terrain l'appartient. Et nous n'accepterons pas ça. Pour ces artisans, seul l'État peut les faire déguerpir et les recaser à Diamniadio. Nous pouvons faire des ateliers modernes comme le font les étrangers qui viennent occuper nos terres alors que les fils du Sénégal ne peuvent même pas accéder à ce foncier-là. Nous ferons face à tous ceux qui viendront ici pour nous faire quitter les lieux. Nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Nous ne quitterons pas ces lieux-là. Ce mécanicien déplore le manque de considération des artisans dans le pays. Nous devons respecter les ouvriers. Ce pays n'appartient pas seulement aux intellectuels. Ils croient qu'ils peuvent nous tromper avec leur papier ou diplôme. Ce foncier appartient à tout le monde. Il n'est pas le bien d'une seule personne. Nous lançons un appel au président de la République et aux autorités pour qu'ils respectent les artisans. Nous sommes fatigués. Ce genre de manœuvre doit cesser dans ce pays. Ils font appel au président de la République
pour qu'ils règlent leur situation avant que le pire ne se produise. Merci Abdoulaye. Allons dans le nord, à Richard Toll, où les riverains de l'usine CSS dénoncent la nuisance sonore produite par la compagnie. Les responsables de l'usine ont pris toutes les mesures pour y remédier selon le DRH de la CSS, Hassan Diaye, avec notre équipe à Saint-Louis. Bon, pour revenir à cette question de nuisance sonore par rapport aux populations riveraines, moi je les appelle les parties prenantes parce que dans notre dynamique RSE, les parties prenantes jouent un rôle déterminant. Parce que sans parties prenantes, il n'y aura pas de RSE. Alors, notre rôle, c'est de faire en sorte que le cadre de vie des populations riveraines soit maintenu et bien maintenu. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés quand nous avons pris connaissance de cette préoccupation forte des populations. Nous avons souscrit des engagements et avec nos équipes techniques, nous sommes à pied d'œuvre pour mettre en place un dispositif approprié à même de contenir ce bruit. Et s'il advenait aujourd'hui que le bruit, après nos efforts techniques, continue toujours de... Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Toute autre chose, augmentation des salaires dans la fonction publique. Le syndicat autonome des travailleurs du port autonome de Dakar fustige la non-application de la décision du chef de l'État. Selon ces agents du port, ils n'ont bénéficié d'aucune revalorisation salariale. Ils ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Fatima Touré et Pardiag. Depuis le 1er juillet 2022, l'augmentation des salaires est effective pour tout travailleur de la fonction publique. Mais au niveau du port autonome de Dakar, la mesure semble ne pas être appliquée. Face à la presse, le syndicat autonome des travailleurs du port déplore la non-revalorisation de leur salaire. Nous avons jugé nécessaire également de faire la demande par rapport à cette revalorisation. Mais depuis lors, on a constaté que la direction n'a pas une volonté manifeste pour répondre favorablement à cette requête. Et tout ce qu'elle a fait, c'est de nous renvoyer tout simplement dans la révision de la convention collective qui est en cours actuellement et qui date de 2004. Alors que nous n'avons pas constaté, en tout cas il n'est mentionné nulle part dans cette convention, là on parle d'augmentation généralisée des salaires. Nous, ce que nous voulons concrètement, c'est qu'on ait une augmentation parce qu'on avait fait des propositions concrètes par rapport à ces augmentations. On avait proposé des montants et un pourcentage. On veut que ça soit appliqué conformément à l'instar des travailleurs de la fonction publique. Depuis lors, des discussions ont été entamées avec la direction, mais jusque-là, des promesses. Ce qu'on a constaté, c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils le font. C'est juste des calmants, entre guillemets, qu'ils nous donnent. Parce que ça se répète. Et nous, on sait que même si nous allons à cette rencontre-là, il y aura quelque chose de grand. Il n'y aura pas grand-chose, en tout cas, qui va découler de cette rencontre-là. Le SADPAD prévoit de dérouler d'autres plans d'action si une issue heureuse n'est pas trouvée. On va faire ce qu'on appelle une conférence de presse dans les prochains jours. Et je pense que ce sera l'occasion maintenant d'aller dans le fond des choses. Parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qu'on n'a pas encore dites. Parce que si vous voyez, comme je l'ai dit, tous ces bâtiments qui gravitent autour du port, il y a certains où sont logés des porteurs actuellement. Les travailleurs du port qui sont même dans ces bâtiments en location. Donc le DG, il nous avait fait croire qu'il allait rationaliser, qu'il allait optimiser les charges du personnel du port. Mais malheureusement, c'est le contraire qu'on a vu. Très remonté contre la direction du port autonome de Dakar, ces travailleurs ne comptent pas lâcher du lest. Ils demandent à être rétablis dans leurs droits comme tous les fonctionnaires dans les plus brefs délais. Les populations de la commune de Ngoy dans le département de Bambey se sont réveillées sans eau. Le seul château du village chef-lieu de commune s'est affaissé la nuit dernière. Plus de 15 villages sont ainsi affectés. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nongonjaï. L'accident est survenu vers 23h ce lundi. Fort heureusement que des dégâts matériels. Aucune personne n'a été touchée. Ce château d'eau, le premier de la localité, a cédé sous le poids de l'âge. Difficulté dans le ravitaillement en eau de la localité. Parce que si on prend Ngoy Centre, le forage ravitaillait au moins une quinzaine de villages, voire même au-delà. Donc ce château d'eau qui a été inauguré en 1993 et qui depuis 2 ans montrait des signes de faiblesse parce que le château d'eau était penché. On a crié partout, mais on ne nous avait pas entendus. Aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Bon, le château d'eau s'est affaissé
Et nous demandons maintenant de l'aide aux autorités pour qu'ils nous arrivent presto illico. Plus de 15 villages sont ainsi privés d'eau dans un contexte où les puits ne sont plus fonctionnels. Dans cette commune du département de Bambey, Ansou Niabali, le directeur général de Aquatec Sénégal, annonce une batterie de mesures. Assurons les populations que toutes les dispositions seront prises pour le retour à la normale dans les meilleurs délais. Dès ce jour, il y aura un système de citernes qui sera mis en place avec nos amis de l'hydraulique pour soulager le stress hydrique. On est aussi en train de voir avec les autorités locales, tels le maire et le sous-préfet, comment faire pour mettre en place des systèmes d'interconnexion entre le réseau de Ngoypey et les réseaux avoisinants tels que Ngascop. En attendant la mise en place de toutes ces mesures prises, les populations souffrent en silence. Près de 11 000 arbres seront plantés dans la commune de Ndiob, dans le département de Fatick, pour restaurer les espèces disparues. Une quinzaine environnementale est lancée par les autorités municipales. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui a assisté au lancement, annonce une vaste campagne de reboisement d'arbres fruitiers au niveau national. On est tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Ndiob, une commune verte, un slogan que la mairie a toujours scandé. L'écologie occupe une place importante dans les programmes de l'équipe municipale. Cette quinzaine environnementale lancée est un prétexte pour restaurer les espèces d'arbres disparus du territoire communal. Cette année, nous avons un objectif de 10 950 plants qu'on va reboiser dans cette quinzaine, selon différents segments. Le premier segment, c'est les axes routiers avec 2500 plants. Nous allons reboiser tous les vergers. Dans cette commune, nous avons noté plus de 25 espèces de plantes qui ont disparu. On va restaurer plus de 2500 plants qui sont des arbres forestiers traditionnels et nous allons aussi dans chaque ménage, nous allons faire un fruitier et un ombragé. Permettront aux femmes de ne pas couper le bois pour faire la cuisine. Les arbres plantés sont fruitiers pour la plupart. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte se réjouit de cette approche. Omar Abdoulaye Ba soutient qu'une mobilisation de reboisement est initiée au niveau national. C'est la nouvelle méthodologie que nous avons développée, c'est que si on n'est pas capable de s'occuper des arbres qui sont dans notre concession, on ne peut pas le faire pour les arbres qui sont devant notre porte et encore moins les arbres qui sont dans la rue. C'est pourquoi nous avons un taux de survie assez faible. Nous avons fait un échantillonnage de 100 villages avec 100 000 arbres fruitiers. Donc c'est un programme national effectivement. La capacité de production des pépinières implantées un peu partout au Sénégal a augmenté et des milliers de jeunes recrutés surtout dans le cadre du programme Ryundaouni sont déployés dans les régions pour les opérations de reboisement. Nous avons une task force quand même de 10 000 jeunes. Donc nous avons les capacités de production grâce à ces jeunes-là vont quadrupler, voire même quelquefois multiplier par 10 la production au niveau des pépinières, aussi bien des eaux et forêts que de l'agence. Parce que si vous avez 10 000 personnes et que chaque personne en plante juste 20 arbres par jour ou 10 arbres par jour par exemple, vous avez quand même de la matière. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte annonce dans la foulée une convention qui va être signée avec les groupements de femmes de la commune de Ndiob pour une préservation et un suivi des arbres plantés. Merci Aminata. Et puis un mot de politique, la séparation historique entre Abdoulaye Baldé et le numéro 1 de son parti dans la commune de Ziguinchor est acté. Celui qui présidait jusqu'ici aux destinées de l'UCS dans la commune de Ziguinchor met fin à son compagnonnage avec l'ex-maire de Ziguinchor défait aux dernières élections territoriales. Une séparation qui vient allonger la liste des frustrés qui quittent le navire UCS en pleine crise de recomposition. Taïbou Djedjou est avec notre équipe à Ziguinchor. Nous venons en effet de vivre 2 élections, les locales de janvier 2022 et les législatives de juillet 2022. Toutes deux sanctionnées par la défaite de la mouvance présidentielle. Benno Bokk Yakaar dans la région de Ziguinchor. Une telle situation exige de chacun de nous, acteurs politiques, une introspection pour assumer notre part de responsabilité dans cette défaite et jeter les bases pour la remobilisation des militants afin de faire face au 2024. La décision que nous avons prise aujourd'hui ne provient guère d'une quelconque frustration. Seulement, il arrive des moments où nous devons prendre des responsabilités face à l'histoire. C'est pour la bonne et simple raison
que des amis, des parents, des sympathisants, avec qui nous partageons le même projet politique, ont décidé de mettre en place un mouvement politique dénommé Déclic républicain Andu Djubo. Les fils du Fouta, main dans la main, Tidjane comme Mourite, pour préparer le Grand Magal de Touba. Préparatif du Grand Magal, les talibés de Matam communient avec les Tidjanes de Fouta. Journée de prière et de récital de Coran pour marquer le Wadjal Magal. C'est un sujet réalisé par Ali Bandelnian et Lachli. À quelques jours du Grand Magal de Touba, les préparatifs vont bon train. C'est une communion. À quelques jours du Grand Magal de Touba, les préparatifs vont bon train. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Vous avez suivi ce sujet, ce magnifique sujet, dans l'édition en Wolof. Et puis en mot de sport, avant de clôturer cette édition, le Sénégal a toutes les chances pour briller au Mondial Qatar 2022. C'est la conviction de David Trezeguet, ancien international français pour le champion du monde de 1998. Même si le match contre les Pays-Bas sera très difficile, les Lions auront leur carte à jouer. L'ancien de la Juve a également fait un clin d'œil à la génération 2002 qui avait battu la France au Mondial asiatique. David Trezeguet s'exprimait à l'occasion de la présentation du trophée de la Coupe du Monde actuellement à Dakar. Je pense que le Sénégal, après cette Coupe d'Afrique, il a toutes les possibilités de devenir protagoniste. Je pense qu'il y a toutes les qualités. Je pense qu'on est tous conscients que le Sénégal, ça va être une équipe protagoniste. Déjà un premier match, bien sûr qui n'est pas évident contre les Pays-Bas, mais à mon avis, il y a toutes les qualités pour aller jusqu'au bout. À partir de là, je vous souhaite, même si la France, à mon avis aussi, mais pourquoi pas France-Sénégal, la finale? Oui! Sans oublier 2002, que ça a été par la France, ça a été difficile, mais bon, c'est le sport, c'est le football. Ça a été un match pas négociable. Le Sénégal a fait un match en top niveau. Surtout, je me suis retrouvé aussi avec des amis. Vous avez très bien le rapport Sénégal-France. Moussa Ndiaye, Tony Silva, Salif Diao, et après tous les autres, Fadiga, Daf, des gens qui sont marqués une histoire en France. J'ai vu la possibilité de connaître pas mal de joueurs sénégalais. L'amour, la passion, le professionnalisme, ça fait partie de l'identité sénégalaise. À partir de là, je pense qu'il y a tous les atouts pour faire un très bon parcours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Blader, la deuxième partie de Soir d'Info et son invité ce soir, le professeur Djibi Diakhaté. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.